Comment nos enfants se soigneront-ils demain? Ils n'auront peut-être plus besoin d'aller chez le médecin. Avec l'essor des capacités de stockage et d'analyse des données, ils pourront se regarder dans un miroir pour connaître l'état de leur santé. Okay, the set of short analysis. 4 analyses in one. Interesting. Loin d'être seuls, ils seront mieux suivis en étant connectés 24 heures sur 24 à leur médecin via leur smartphone. Les soignants ont accès à mes données sur l'application pour que je puisse mieux adapter mon insuline aux différentes journées que je passe. Demain, nos enfants pourront aussi réparer leur corps abîmé et retrouver la vue après l'avoir perdue. Et là, il y a de la brume dans le ciel, Samy. Ouais, d'accord. Dans ce monde où médecine et technologie auront fusionné, des robots ultra précis et infatigables prendront en charge les opérations les plus délicates. This is a very dangerous trajectory. We'll go in the insula. Avec ces technologies toutes très innovantes, Bonjour. Je vais donc vous imprimer l'ordonnance qui va sortir devant vous. nos enfants devraient vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est ce que nous promet le laboratoire de systèmes robotiques de Lausanne, en Suisse. Ici, la réalité rattrape aujourd'hui la fiction. L'homme devient bionique. Conçu et développé par Tristan Vouga depuis 3 ans, cet exosquelette pourrait bientôt être utilisé dans les centres de rééducation et les hôpitaux pour changer définitivement la vie des personnes en fauteuil roulant. Alors un exosquelette, c'est une structure motorisée qui est portée par la personne et qui lui permet de regagner une indépendance et de refaire des activités de la vie de tous les jours comme se lever, marcher, même monter des escaliers. Ça remplace la fonction des muscles qui sinon ne seraient pas capables de porter la personne ni de mettre la personne en mouvement. Cet exosquelette, Silke Pan le connaît bien. Ancienne acrobate, elle a perdu l'usage de ses jambes en 2007 dans un accident de trapèze et vit depuis en fauteuil roulant. Décidée à surmonter son handicap, elle est devenue championne du monde de handbike en 2015 et détient plusieurs records du monde en marathon. Depuis 2 ans, cette athlète de haut niveau est aussi pilote d'essai de l'exosquelette développé à Lausanne. Salut Silke. Ça va? Super et toi? Alors pour la session d'aujourd'hui, on aura une petite nouveauté. Plutôt que de voir comment l'exosquelette fonctionne et ce qu'il est en train de faire avec le smartphone, Oui. cette fois-ci, tu auras une montre au poignet qui est celle-ci, ce qui devrait être plus compact et on l'espère plus pratique. Oui. Donc aujourd'hui, on va voir si ça te convient et si c'est pratique, si tu arrives bien à l'utiliser. Silke expérimente ce prototype 2 à 3 fois par semaine et contribue ainsi à son perfectionnement. Équipé de moteurs qui agissent à la place de ses muscles, l'exosquelette est piloté grâce à des commandes que la jeune femme actionne sur ses béquilles. Elle teste aujourd'hui cette montre, qui devrait lui permettre de vérifier en un coup d'œil le mode d'action qu'elle aura choisi. Bon ben voilà, Et voilà. ça fonctionne comme avant. Et puis maintenant, tu as une icône qui correspond à un mode de fonctionnement. Donc c'est les dessins, donc là si j'ai les flèches, ça veut dire la marche rapide, moyenne, lente, C'est ça. logiquement. Et pour faire démarrer le mouvement, c'est la gâchette dessous qui déclenche aussi chacun des pas. C'est ça. Donc je vais commencer avec la marche moyenne. Les premiers pas avec l'exosquelette, c'était hyper émouvant parce que c'était la première fois après 9 ans que je me revoyais debout, que mes jambes, je les revoyais bouger presque par elles-mêmes. Et puis j'ai dû retenir mes larmes tellement c'était presque un rêve éveillé.
Et puis en même temps, c'était hyper difficile parce que je perdais l'équilibre, je ne savais pas comment me positionner, je ne savais pas comment faire pour avancer par moi-même. Et puis, je n'avais pas cru que c'était comme ça, qu'il y avait toutes ces difficultés-là. Donc j'ai eu besoin de quand même plusieurs semaines pour éprouver de nouveau la vraie joie de pouvoir marcher avec l'exosquelette qui a été la phase d'apprentissage. Le marché des exosquelettes est en plein essor. 3 modèles sont déjà disponibles en France pour un usage personnel. Mais le prix, près de 100 000 €, reste un frein, contrairement aux États-Unis et à l'Allemagne, qui permettent déjà à certains vétérans d'en bénéficier gratuitement. C'est bien, ça marche bien là. Oui. Les marches d'un coup, c'est pas pénible. Non, ça va parce que maintenant on a bien entraîné et puis moi j'aime bien monter ces marches. C'est comme quand je grimpe une montagne un petit peu. Les études cliniques actuellement en cours aux États-Unis et en France devraient montrer que ces robots permettent une meilleure intégration des personnes handicapées. Cela justifierait une prise en charge plus générale des exosquelettes par les assurances et permettre leur démocratisation. En 2025, cette technologie très innovante pourrait ainsi représenter un marché mondial de 3 milliards de $. Quand j'ai été opérée du dos, on m'avait dit qu'il n'y avait rien qui serait possible, que ça allait rester comme ça pour toute ma vie. Et peut-être que maintenant on donne un petit peu tort aux médecins dans le sens que entre l'exosquelette et les recherches médicales actuelles qui se sont faites et qui sont en train de se faire, il y a énormément d'espoir pour les personnes qui sont dans ma situation, pour nous dire qu'on va pas mourir assis, on va peut-être mourir debout. Alors ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est vraiment le fait que les robots, la robotique en général, est en plein essor, en croissance maintenant, et les exosquelettes vont faire partie dès aujourd'hui de notre vie quotidienne. Et on peut imaginer à terme qu'un exosquelette puisse bénéficier non seulement à une personne paraplégique, comme c'est le cas, mais également à des personnes qui sont amputées, qui auraient besoin d'assistance pour non seulement marcher, mais même courir plus vite, et donc regagner l'entier de leur fonction qu'ils avaient avant ce handicap. Et suivant les pathologies, suivant les besoins, ça va venir progressivement, mais c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui sera d'ici 20 ans ou 30 ans. On pourra avoir des exosquelettes dans la rue avec des personnes qui en utiliseront dans la vie de tous les jours très rapidement. Demain, les exosquelettes seront plus discrets et très certainement moins lourds aussi. On estime que 10 millions de personnes en Europe et aux États-Unis pourraient en bénéficier. Et les progrès ne s'arrêtent pas là. À Bordeaux, une autre technologie révolutionnaire devrait bientôt permettre à nos enfants de pouvoir bénéficier de greffes de peau, de tissus d'os ou de cartilage conçus à partir de cellules vivantes imprimées en 3D. Cette innovation, c'est la bioimpression. Une idée géniale, née grâce à Fabien Guillemot, directeur scientifique de cette entreprise, leader des solutions de bioimpression dans le monde. Quand on fait de la bioimpression, on reproduit un certain nombre d'étapes qu'on peut voir aussi dans le domaine de l'impression 3D. Donc, la première d'entre elles, c'est la phase de conception. Donc, on conçoit virtuellement, avec des outils numériques, une représentation du tissu. À partir de là, on obtient un fichier 3D qui est par la suite découpé en fichiers images qui sont par la suite imprimés couche par couche pour reproduire un objet, en tout cas une structure biologique qui va évoluer vers un tissu biologique au cours de la dernière phase qui est celle de la maturation, qui se fait dans des incubateurs, dans un environnement qui est extrêmement contrôlé. La reproduction de peau humaine est une avancée essentielle qui permet dès aujourd'hui aux grands groupes pharmaceutiques et cosmétiques de réaliser des tests sans avoir recours à d'éventuels cobayes humains ou animaux. Mais demain, nos enfants pourront en bénéficier dans bien d'autres domaines. Notre objectif est de pouvoir
réalisé la première implantation d'un tissu bio-imprimé chez un patient à l'horizon 3 à 5 ans. Aujourd'hui, les premières applications qu'on anticipe sont effectivement dans le domaine de la peau, par exemple sur le traitement de patients souffrant d'ulcères, qui est une pathologie extrêmement importante. Et on a aussi des projets qui portent sur d'autres tissus tels que le cartilage. Ce marché très prometteur devrait croître de 30 à 40% tous les ans, pour atteindre plus de 11 milliards de dollars en 2022. Demain, nos enfants pourraient trouver dans les CHU des bio-imprimantes capables de produire des tissus avec leurs propres cellules et peut-être même un jour des organes entiers. Les nouvelles générations pourraient donc réparer leur corps dans bien des domaines. Elles pourront par exemple retrouver la vue après l'avoir perdue. À Strasbourg, cette révolution est déjà en marche. Comme 40 000 personnes en France, Gérard souffre de rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative qui l'a brutalement plongé dans le noir il y a 6 ans. Mais comme 36 autres Français atteints de cette maladie, il va pouvoir bénéficier d'une rétine artificielle. Un implant doté d'électrodes capables de stimuler artificiellement la rétine pour lui redonner une vision des formes et des mouvements. Bonjour Monsieur Vetter. Alors aujourd'hui on va faire des tests pré-implantation. Donc c'est 3 tests de vision pour avoir des données avant l'implantation et pour voir si vous allez progresser après l'implantation avec le système. Ok, ça va partir. Début du test. Ces exercices doivent déterminer très précisément la vision du patient. Parfait. Éteint. Depuis qu'il a brutalement perdu la vue en 2012, Gérard a une perception très vague de la lumière. Trop rapide? Je sais pas, je voyais pas. Ok, c'est pas grave. Vous avez perçu quelque chose? Non? C'est pas grave. Horizontal. Ouais, très bien. Correct. En haut à droite. J'ai perdu la vue, je regardais la télévision et puis ça s'est éteint. C'est devenu tout flou. Alors, je me suis frotté les yeux, c'est resté 5 minutes comme ça, puis après c'est revenu. Alors, je lui ai dit, je suis fatigué, j'ai les yeux fatigués. Puis le lendemain, j'ai allumé la télévision. C'est devenu de nouveau tout flou, tout flouté, puis c'est pas revenu. Oui, parfait. Le monsieur, donc, il est aveugle sur son œil gauche, donc ça donne pas des bons résultats. Mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas de vision. Donc, avec le système, ça va s'améliorer après l'implantation et après la rééducation. Tous ces tests vont donner des meilleurs résultats. Mais avant cela, place à l'opération du professeur David Gaucher. C'est seulement la 9e fois qu'il pose une rétine artificielle. Ce n'est pas une opération facile. Il y a beaucoup de gestes de l'opération qu'on fait couramment, pour des opérations qu'on, là, pour le coup, on fait toutes les semaines. Mais le fait de faire tous ces gestes l'un après l'autre pendant plusieurs heures, ça c'est assez rare et ça demande du coup une concentration assez importante. C'est sûr que d'opérer 3 voire 4 heures sur certaines interventions comme pour les rétines artificielles, c'est pas habituel. Donc, allez, on va mettre l'implant dans l'œil. L'intervention, précise et délicate, consiste à passer l'implant à l'intérieur de l'œil et le fixer au bon endroit sur la rétine. Il est pas mal, hein, là. Hein, non? Un petit peu trop... Cette longue opération devra permettre au patient de retrouver non pas la vue, mais ce que le chirurgien qualifie de sensation visuelle. Lui, il va voir qu'il y a quelque chose, ça va lui donner l'impression qu'il y a un flash lumineux. Après, c'est à lui, au fur et à mesure du temps, de savoir dire, par rapport à son environnement et à ce qu'il a réappris, à quoi correspond ce flash lumineux qu'il voit. Alors,
Les meilleurs d'entre eux arrivent à relire certaines grosses lettres. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué de visualiser les reliefs, les mouvements. C'est sûr qu'une voiture qui passe vite dans la rue, ils ne la verront pas. Il faut qu'ils puissent se concentrer sur justement ces zones de contraste pour voir les choses. Avec cette opération, Gérard devrait bientôt pouvoir jardiner et travailler à nouveau le bois pour fabriquer de nouveaux jouets. Dans les prochains mois, il sera suivi très régulièrement pour apprendre à décrypter cette nouvelle forme de vision et l'ancrer dans la réalité. Après 1 an de rééducation avec un orthoptiste, Charlotte a dépassé ce stade avec succès. Cette jeune maman de 3 enfants teste l'œil bionique depuis maintenant 3 ans. Hop. Il s'énerve un peu là, Diamant ou... Non. Ça va, non, il travaille. Voilà, et tu peux commencer à demander un petit peu de frotter. Je prends la piste à l'autre main. Et tu prendras la piste à main droite, oui. Je range juste mon boîtier qui se balade. Je vais le cacher. C'est que sinon, ça va faire comme la dernière fois au concours. Là, je pense qu'on va être bien. Le boîtier que porte Charlotte est un mini-ordinateur qui fait partie du dispositif au même titre que ses lunettes noires. Fixée au centre, une caméra envoie des signaux lumineux à l'ordinateur qui peut ensuite les convertir en signaux électriques et les communiquer à l'implant rétinien. Avec ses 150 électrodes, l'implant stimule les dernières cellules vivantes de la rétine et permet à Charlotte de recevoir des informations sous forme de motifs lumineux qu'elle a depuis appris à interpréter. La toute première fois qu'on m'a mis les lunettes sur le nez, j'ai fondu en larmes. Ça marque vraiment le début d'une aventure. C'est un grand moment, quoi. En plus, voilà, on est connecté à un ordinateur. Là, on se dit, ah ouais, je suis bionique. C'est certain. Là, on se dit, ouais, ça y est, j'ai un œil bionique. Dès que la caméra filme quelque chose de contrasté, on a, voilà, comme un gros feu d'artifice dans le champ visuel. Et donc, au tout début, on est juste spectateur d'un feu d'artifice. Après, quand on commence la rééducation, on commence à avoir les bons gestes, à avoir les bonnes déductions pour avoir les bonnes interprétations et arriver à interpréter ces feux d'artifice qui au final c'est une voiture, c'est mon enfant qui passe devant moi, c'est une maison, c'est un cheval, c'est... Et là, il y a de la brume dans le ciel, Samy. Ouais, un peu. Ouais, d'accord. Il y a des nuages très très riches. Ouais, donc c'est ça que je perçois. Attention, voiture. Mais il roule vite, hein. Bande de nuls. Non mais attends, c'est dangereux quand même. Oui. T'imagines quand vous faites du vélo? Avec les enfants, j'ai pu recréer une complicité. C'est vrai qu'ils se sont beaucoup investis dans ma rééducation et quand j'ai les lunettes, ils m'aident beaucoup. Et après, ils sont contents aussi quand, par exemple, s'ils sont dans la maison et on s'apprête à partir. Et hop, vu qu'on sort, je mets les lunettes, je peux dire, tiens, aujourd'hui, t'as mis un manteau bleu, ou tiens, t'as mis un manteau blanc. Ils sont super contents. D'ici 5 à 10 ans, le dispositif promet d'être plus performant pour permettre aux 1,5 million de Français considérés comme malvoyants de pouvoir retrouver la vue après l'avoir perdue. Je suis complètement fière de faire évoluer la science, tout à fait. Je me dis que voilà, je suis une pionnière dans mon genre et je trouve ça bien, ouais. La prochaine étape, c'est continuer
des compétitions avec ma jument. Ça a représenté la France à des compétitions internationales d'équitation et me lancer à mon compte dans le massage détente et bien-être. La rétine artificielle coûte aujourd'hui 96 000 €. Dans le cadre de cette phase expérimentale, elle est prise en charge par le forfait innovation, mis en place par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, pour le développement de solutions thérapeutiques innovantes. L'œil bionique devrait demain être accessible à tous et offrir une solution efficace aux 40 millions de personnes non-voyantes dans le monde. Avec les progrès fulgurants de la technologie et de la robotique, il se pourrait bien que demain, les opérations chirurgicales de nos enfants soient plus automatisées pour limiter les risques et favoriser leur bon rétablissement. À Rouen, c'est déjà le cas. Ici, les équipes de neurochirurgie peuvent désormais compter sur l'aide d'un nouveau collègue. Ce robot chirurgical, 100% français, est l'un des 4 robots autorisés à opérer dans le monde. Capable de localiser une tumeur au millimètre près dans un crâne et de guider l'aiguille du chirurgien sur la trajectoire optimale, il a déjà rendu possible des opérations du cerveau sur des enfants de moins de 24 mois. Aujourd'hui, il va aider le neurochirurgien Stéphane Deray dans une opération délicate qui vise à implanter 15 électrodes dans le cerveau d'un patient épileptique. C'est une intervention qui est compliquée et surtout elle a été simplifiée grâce au robot. Même si le robot ne fait pas tout, mais il le fait de façon sûre, il le fait de façon fiable, il le fait de façon robotisée avec une stabilité importante et une bonne précision. Alors on faisait la même chose avant avec des cadres de stéréotaxie, mais c'était quand même un peu plus lourd à mettre en œuvre. Allez. C'est parti pour 4 heures d'opération, sous le regard attentif de cette délégation de chirurgiens thaïlandais et taïwanais. Ils sont venus spécialement pour observer le travail de Rosa, le robot chirurgien. Présent dans plus de 90 établissements hospitaliers en Europe, aux États-Unis et un peu en Asie, il a déjà participé à plus de 5000 interventions et pourrait demain être capable de traiter les 1 milliard de personnes atteintes de maladies cérébrales dans le monde, à condition d'être bien programmées. As I say, this is an epileptic case and we have to insert 15 leads into the brain to do recording of the electric activity. The first step of the surgery is for Rosa is here to insert 5 screws that I can fix to the skull. And with the head of the screw, we will do the registration after, in the second step, okay? So now we fix the screw and we have to do a new 3D imaging with the O-arm. Il faudrait que quelqu'un se mette à la tête de l'O-arm, s'il vous plaît. Merci, Séverine. On ne travaille pas réellement avec des robots, on travaille avec des assistances robotisées. C'est-à-dire que ce sont des outils qui vont nous aider à opérer avec plus de sécurité, plus de confort. Mais le robot n'est pas une machine qui va opérer à notre place. C'est la main de l'homme qui conduit le robot. C'est l'homme qui va dire au robot les informations pour qu'il effectue certains gestes, des gestes automatisés. Mais en aucun cas, c'est le robot qui va opérer à notre place. Alors Nathalie, donc pendant la chirurgie, la première chose à faire, un petit bistouri pour que je fasse une moucheture. Ok, un peu de bétadine. La deuxième chose, le pointeur que vous avez là, avec le, ouais, non à côté là, ouais, ça c'est pour faire le pré-trou. Ensuite on met la mèche. Une fois qu'on a mis la vis, on passe le stylet noir. Voilà. D'accord. Moi je vous donnerai une distance. Il faut desserrer la petite vis là. Voilà, et la resserrer pour pas que ça bouge. Et ensuite on inscrira la même distance sur l'électrode dont je vous donnerai les plots qui sont inscrits sur la feuille là-bas. Okay. Dans cette intervention, qui doit permettre de déterminer quelle partie du cerveau est responsable de l'épilepsie du patient,
Le bras articulé du robot va se positionner avec une précision jusque-là jamais atteinte grâce aux données que le chirurgien lui a transmises avant l'opération. Allez, bistouri. Rapide, sûr de lui et infatigable, il va reproduire ce geste autant de fois nécessaire pour la pose des 15 électrodes. Top. Le robot, c'est un outil qui va nous permettre donc de descendre des outils dans le cerveau avec une grande précision, une précision qui va être de l'ordre du millimètre, voire inframillimétrique, ce qui est très utile notamment pour éviter un vaisseau qui serait sur le passage des électrodes et ce qui pourrait être à l'origine d'une hémorragie, d'un hématome intracérébral avec des conséquences neurologiques qui peuvent être relativement graves. Donc on va limiter au maximum le risque d'erreur humaine et il va pour certaines interventions nous apporter un gain de temps extraordinaire, ce qui n'est pas négligeable pour nous, pour le patient, moins d'anesthésie et moins de temps au bloc opératoire. Ok. Et même chose avec l'électrode de combien de plots? L'électrode est de quoi? Alors une électrode de 15 plots. This is a very dangerous trajectory. We go in the insula, and we have to pass between the insular vessels. So it's very dangerous. C'est quelque chose qui était inimaginable avant. Et vraiment, la chirurgie assistée par ordinateur, la chirurgie assistée par le robot, ou la chirurgie robotisée, c'est certain que ça nous plaise ou non, il est certain qu'on aura tous. Il faudra tous maintenant qu'on utilise ces outils-là. Mais en pratique chirurgicale, je ne connais pas encore de robot qui soit capable de faire face à l'imprévu. Et c'est ça aussi qui fait notre cœur de métier, c'est qu'on puisse gérer l'imprévu, l'urgence, ce qu'on n'avait pas imaginé qui puisse se passer pendant l'intervention. Les pupilles sont bien. Confirmé, validé. Et ben, merci tout le monde. Bonne journée. Rosa a permis à Stéphane Deré de gagner 1 à 2 heures d'opération en réduisant au minimum la taille des incisions, les risques d'infection et la durée d'hospitalisation de son patient. D'ici 5 ans, aux États-Unis, une intervention chirurgicale sur 3 sera réalisée par des robots. Si demain nos enfants tombent malades, il se pourrait bien qu'ils soient donc mieux soignés que les générations d'avant. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils n'auront peut-être même plus besoin d'aller chez le médecin. À Pise, en Italie, des chercheurs européens travaillent depuis 4 ans sur l'un des projets scientifiques les plus innovants dans le domaine du diagnostic de la santé. Maria est l'une des cobayes de cette nouvelle médecine. C'est la 3e fois qu'elle vient au Centre national de recherche pour tester le miroir intelligent. The voice mirror. Let's try it. Sit on there. Piccato. Here. And your mom here. Oh. À l'heure où les objets connectés permettent d'évaluer notre hygiène de vie, ce dispositif intelligent bourré de capteurs et de caméras haute définition va plus loin. Actuellement en études cliniques, il est capable de détecter certaines pathologies comme le diabète, le taux de cholestérol ou l'hypertension artérielle, première cause de mortalité dans le monde. Il pourrait être demain à la disposition de nos enfants dans leur pharmacie, leur salle de fitness ou même leur salle de bain. J'ai choisi de participer à ce programme de recherche parce que je suis curieuse, mais aussi assez sceptique sur les avancées en matière de médecine et de bien-être. Okay, the set of short analysis. 4 analyses in 1. Interesting. Now the first exam, I would like to wet sniff. Aujourd'hui, Maria commence par tester ses fonctions respiratoires avec cet appareil qui analyse la composition chimique des gaz expirés. L'écran scanne ensuite son visage.
Éclairée par des lumières spécifiques, la peau va révéler ou non la présence de diabète ou de microdépôts de lipides sous les yeux, synonyme d'une présence anormale de cholestérol. Ok, the scan has been done. On a tous l'habitude de se regarder dans le miroir pour essayer de voir ce qui ne va pas. On voit aussi dans les visages des gens qu'on connaît s'ils sont stressés, s'ils vont bien ou s'ils ont assez dormi. Les médecins et les généralistes suivent déjà systématiquement les principes sémiotiques. Mais concrètement, ce que fait le miroir, c'est qu'il regarde la composition et l'aspect de la peau. Donc, il va plus loin que ce qu'un médecin traditionnel peut voir. Le miroir n'est pas meilleur qu'un médecin. Il complète ce que le médecin voit à l'œil nu. Après quelques minutes devant le miroir, un score global et un feu tricolore indiqueront à Maria si elle va très bien, moyennement bien ou pas bien du tout. À ce bilan s'ajoutera une liste de recommandations pour améliorer son état de santé. Ciao, tutto a posto? Sì. Com'è andata? È andata bene? Ti sei divertita? Sì, sì. Dai, non è venuto male, no. Via. Perché il punteggio è da 0 a 100, ma adesso lo sai. E c'è stato anche un miglioramento, hai visto? Sì, era rosso. Settimana scorsa era rosso, attività di dieta. E invece la plumpness, quindi la morfologia, è andata benissimo. Vediamo un attimo il 3D. Eccolo. Sei tu, ti riconosci? Sì, sì, sì. Torniamo indietro. Eccoci. L'unico problema è il valore del metabolismo del glucosio e lì forse c'è qualcosa da controllare. Ci rivediamo la prossima settimana. Grazie mille. Chiudiamo? Vai. Je pense que ce genre d'appareil correspond aux attentes qu'on aura dans le futur. Parce qu'il fait des examens et nous fait des recommandations à nous, utilisateurs. Mais il donne aussi des informations à mon médecin. Ce genre d'appareil peut améliorer la compréhension de notre état de santé et nous aider à nous maintenir en forme et en bonne santé. And also support all of us in maintaining a good lifestyle and wellness. Contrairement à ce que racontent certains contes de fées, le miroir intelligent ne renverra pas toujours à nos enfants un reflet très flatteur. Mais en leur permettant d'être suivis en temps réel, cette médecine prédictive pourrait séduire les adeptes des nouvelles technologies, et ceux plus stressés, qui ont sans cesse besoin d'être rassurés sur leur état de santé. Et si malgré tout, nos enfants ressentent le besoin de voir un médecin, là encore, pas de problème. Alors qu'il faut aujourd'hui entre 3 et 5 jours pour pouvoir consulter, demain, le suivi médical 3.0 leur permettra de se soigner de chez eux et même du bureau. Salariés dans un grand groupe qui accompagne la mise en œuvre de projets digitaux innovants, Aude a rendez-vous ce matin dans une cabine médicale mise à sa disposition au bout du couloir. Bonjour madame, je suis le docteur Deneville, bienvenue dans la consultation. Merci. C'est comme un cabinet médical, la seule chose c'est que je ne suis pas physiquement avec vous et c'est vous qui allez être active pour l'examen et je vous guiderai dans ce sens. Alors, racontez-moi ce qui vous arrive, ce qui vous amène à consulter aujourd'hui. Écoutez, en ce moment, je suis pris d'une extrême grande fatigue. Vraiment plus que d'habitude. Beaucoup de mal à me lever le matin. Le soir, je m'endors très très tôt. Et la journée, j'ai du mal. Je suis exténuée, épuisée vraiment. D'accord. Dans la cabine, le télémédecin dispose de tous les outils nécessaires pour prendre en charge 85% des motifs habituels de consultation. Dans quelques minutes, et sans avoir eu besoin de se déplacer, Aude devrait connaître les raisons de sa fatigue extrême.
Ok. Alors, je vais écouter votre cœur et votre poumon. Vous allez prendre l'appareil qui est sur votre droite, qui s'appelle le stéthoscope, qui porte le numéro 6, et vous allez l'appliquer de cette façon. Donc, ça permet d'écouter le cœur. Donc, vous avez le sternum au milieu, et vous allez le mettre quelques centimètres à gauche du sternum. Ce service, certifié par les autorités de santé, a permis à la société de Franck Bodino de faire partie des premiers lauréats du concours mondial d'innovation 2030, mis en place par le gouvernement. Ce projet a commencé il y a maintenant une douzaine d'années, alors que je travaillais comme médecin en France et beaucoup à l'étranger sur l'organisation des systèmes de santé, mais aussi en tant que médecin, et où j'ai été confronté à cette problématique de l'isolement sanitaire. Et où à un moment, il me paraissait complètement aberrant qu'un médecin doive faire plusieurs heures de trajet, voire plusieurs jours, pour pouvoir réaliser des consultations pour des personnes qui étaient dans le besoin, ou alors voir des personnes qui parfois n'avaient pas les moyens de pouvoir se déplacer, de trouver d'une manière ou d'une autre un transport pour pouvoir faire quelques heures ou quelques jours de trajet pour pouvoir accéder à un médecin. Là, les deux petites languettes, super. Voilà. Et vous passez le bras gauche dedans, au niveau du biceps en fait. Ok. Une cinquantaine de cabines médicales sont déjà installées dans d'autres entreprises ou en expérimentation dans des centres pour étudiants ou pour personnes âgées. Pris en charge plus rapidement, les patients de cette télémédecine devraient être aussi moins malades. La tension est à 13,9. L'examen général que je vous ai fait n'a pas montré de choses inquiétantes. Il faut surveiller un petit peu. C'est plutôt une fatigue de fin de journée, donc peut-être une tolérance physique un petit peu moins bonne. On va surveiller un peu comment ça évolue. D'accord. Ce que je vous propose, c'est de revoir éventuellement votre médecin traitant et de vous prescrire une prise de sang pour le revoir avec un bilan sanguin un peu standard où on va vérifier 2-3 petites choses. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir une ordonnance pour une prise de sang à faire. Oui. Elle va sortir devant vous. D'accord. Ma première consultation s'est très bien passée. C'était rapide pour la prise de rendez-vous. Ensuite, j'ai vu le médecin donc tout de suite. Il a vraiment été à l'écoute, vraiment comme si j'étais au cabinet médical. Il a su me guider au niveau des différents instruments. Donc c'était très bien. Voilà, vous faites bon courage. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. C'est vraiment en plus la cabine. Si mon médecin traitant n'est pas disponible, je sais que j'ai cette option-là d'aller dans la cabine médicale. Maintenant, ça remplace pas mon médecin traitant. Mon médecin traitant, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis toute petite, par exemple. Il y a une relation, il y a un suivi de dossier, même si là aussi il y a un suivi. Je privilégierai toujours mon médecin traitant avant la cabine. Désormais, ces consultations sont remboursées par la Sécurité sociale pour toutes les maladies de longue durée, comme les cancers ou la maladie d'Alzheimer, et aussi pour les 2,5 millions de personnes qui résident dans les déserts médicaux. On peut imaginer, chose qui est déjà quasiment le cas aujourd'hui, que ça va faciliter l'accès aux soins. Donc on peut imaginer des patients qui seront soignés plus tôt. Donc des prises en charge beaucoup plus adéquates. Un suivi, on ne va pas dire optimal, mais plus performant. Aujourd'hui, 4 millions de personnes dans presque 7 pays ont déjà accès aux services de téléconsultation médicale. En France, on devrait passer de 500 000 actes en 2019 à 1 300 000 en 2021. Les nouvelles technologies devraient donc simplifier la vie des malades de longue durée, comme Arnaud. Diabétique depuis 2006, il vit sous pression d'un traitement lourd qui l'oblige à calculer son taux de glycémie avant chaque repas, pour s'injecter la dose précise d'insuline dont il a besoin pour éviter des complications graves liées à sa maladie. Mais depuis un mois, le quotidien d'Arnaud est transformé par une application qu'il a téléchargée sur son smartphone. Là, une fois que je suis sur la page d'accueil, je pose le téléphone sur mon bras pour scanner l'implant avec la même technologie que paiement sans contact et elle m'affiche mon taux de glycémie en temps réel. Voilà, à partir duquel je vais avoir ma dose d'insuline dans Diabéo.
Les avantages, c'est vraiment la simplicité et la fluidité au quotidien, c'est-à-dire que j'ai plus énormément à réfléchir à tout ça. Ça me libère de l'espace dans le cerveau. Il y a des phases de ma journée qui sont beaucoup plus rapides, notamment au niveau des repas, où avant c'était vraiment, je devais me poser un quart d'heure pour réfléchir à tous les paramètres de ce repas. Maintenant, je rentre quelques infos dans l'application chiffrées et tout de suite, on va me donner la dose à faire et la plupart du temps, pour l'instant 99% du temps, ça marche très bien. En France, plusieurs centaines de milliers de patients sont diabétiques et pourraient, comme Arnaud, bénéficier de cette application. Prescrite par le médecin, elle est remboursée par la sécurité sociale. Preuve que ça marche. Les études cliniques effectuées pour évaluer ce traitement ont prouvé son efficacité sur l'état de santé des patients. Alors le diabète, c'est une maladie par excellence où le patient doit être acteur de son suivi. C'est une contrainte au quotidien. Les patients doivent mesurer leur taux de sucre chaque jour avec un appareil qui est un lecteur de glycémie. Ils doivent s'injecter eux-mêmes de l'insuline. Il y a aussi un enjeu de prise en charge de longue durée. Le diabète est pour toute la vie en général et nous avons des enjeux qui sont médico-économiques considérables. C'est un enjeu de santé publique majeur. La population diabétique, hélas, progresse dans de nombreux pays aujourd'hui et cela pose aussi des défis en termes de dépenses de santé. D'où l'enjeu pour de nombreux acteurs, que ce soit les patients, les professionnels de santé, les pouvoirs publics, de mettre en place des démarches innovantes pour finalement aider un grand nombre de patients à atteindre leurs objectifs. Contrairement aux apparences, Arnaud n'est pas seul face à son traitement. Tous les jours, l'application envoie ses taux de glycémie à son médecin, qui le surveille ainsi à distance. Mieux suivi, il est en meilleure forme et le voit dans sa pratique du sport. T'es étiré un peu? Bah j'ai fait le trajet en skate en vrai. Ça vaut tous les étirements du monde. Ça va. Cette solution thérapeutique ultra personnalisée est aujourd'hui disponible en France et en Amérique du Nord. Elle devrait être utilisée par 160 000 patients en 2021 et sera accessible aux 622 millions de diabétiques prévus dans le monde en 2040. Actuellement à l'étude dans le suivi d'autres pathologies de longue durée, elle pourrait être une solution pour nos enfants dans certains traitements de l'hémophilie ou du cancer. Dans le domaine du cancer, vous avez des traitements médicamenteux qui sont de plus en plus personnalisés, de plus en plus efficaces, de plus en plus pris à domicile. C'est le cas notamment des thérapies orales. Et ceci crée des nouveaux enjeux de pouvoir suivre le patient à distance depuis le centre hospitalier pour pouvoir accompagner cette prise de traitement qui génère souvent des effets secondaires assez lourds. Grâce à nos algorithmes qui sont eux-mêmes développés avec des experts et l'évidence clinique, nous avons une recommandation immédiate sur la conduite à tenir que nous proposons aux patients et donc on les aide pour par exemple ajuster leur comportement ou ajuster leur alimentation, pouvoir déterminer s'il faut rajouter un médicament pendant une période de temps donnée avec une certaine posologie ou bien s'il faut contacter immédiatement l'équipe soignante pour discuter le cas échéant d'un ajustement de traitement. Avec l'expansion des nouvelles technologies, l'essor des capacités de stockage et d'analyse de données, les nouveaux parcours de soins permettent à nos enfants d'envisager leur santé très différemment. Demain, la médecine sera participative et préventive pour vivre en meilleure santé et plus longtemps, avec un espoir, celui de pouvoir bénéficier de traitements innovants pour vaincre l'un des fléaux de notre siècle. Depuis 5 ans, c'est ce que promet à nos enfants les avancées de la recherche sur le cancer. Avec l'immunothérapie, qui apporte une guérison chez 25 à 30% des patients résistants aux traitements conventionnels comme la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie. On pensait qu'une tumeur, c'était essentiellement des cellules cancéreuses. On voyait bien qu'il y avait des cellules autour, mais on ne s'y intéressait pas. Il y a, je dirais, depuis 20-30 ans, il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser aux cellules immunitaires autour du cancer. Donc la grande avancée, c'est de dire ces cellules immunitaires autour, elles vont agir sur les cellules cancéreuses. Et elles vont agir sur les cellules cancéreuses. Donc la grande avancée, c'est de dire ces cellules immunitaires autour, elles vont agir sur les cellules cancéreuses. Donc la grande avancée, c'est de dire ces cellules immunitaires autour, elles vont agir sur les cellules cancéreuses. Donc la grande avancée, c'est de dire ces cellules immunitaires autour, elles vont agir sur les cellules cancéreuses. Donc la grande avancée, c'est de dire ces cellules immunitaires autour, elles vont agir sur les cellules cancéreuses. Donc la grande avancée, c'est de dire ces cellules immunitaires autour, elles vont agir sur les cellules cancéreuses. Donc la grande avancée, c'est de dire ces cellules immunitaires autour, elles vont agir sur les cellules cancéreuses. Donc la grande avancée, c'est de dire ces cellules immunitaires autour, elles vont agir sur les cellules cancéreuses. Donc la grande avancée, c'est de dire ces cellules immunitaires autour, elles vont agir sur les cellules cancéreuses. Donc la grande avancée, c'est
ils sont là pour combattre le cancer. Mais s'ils sont là pour combattre le cancer et que ça ne marche pas, c'est qu'il y a eu quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que la cellule tumorale les a bloqués. Et donc tous les traitements modernes de l'immunothérapie, ça sert à enlever finalement ce frein sur ces cellules immunitaires. C'est tous les traitements modernes. Et en enlevant ce frein, ces cellules immunitaires autour de la cellule cancéreuse se réactivent et vont détruire le cancer. Donc je pense que dans les prochaines années, le vrai défi, c'est de comprendre pourquoi l'immunothérapie, ça marche dans 25 à 30% des tumeurs, ce qui est déjà pas mal, des tumeurs qui résistaient à tous les traitements. Il faut s'intéresser aux autres maintenant. Après un siècle d'avancées plutôt timides, l'immunothérapie vient de remporter le prix Nobel de médecine 2018. Une récompense qui traduit l'efficacité du traitement, notamment pour le cancer très agressif de la peau, du rein ou du poumon, même à un stade très avancé de la maladie. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà franchi une étape qui était incroyable, d'aller aussi vite. On y croyait, nous, depuis longtemps, mais je ne pensais pas qu'en 5 ans, on guérirait 30%, 25 à 30% des patients. Et je veux dire, aujourd'hui, on comprend peut-être que 10% de ce qui se passe, on a 30% de réponse. Donc on peut espérer qu'en améliorant nos connaissances sur cette immunothérapie, on va forcément améliorer les impacts cliniques pour les patients. Les nombreuses études en cours laissent espérer que demain, nos enfants pourront bénéficier de vaccins anti-cancer, comme celui contre le papillomavirus, qui a permis à l'Australie de voir le nombre de jeunes filles infectées passer de 23% à 1% en 10 ans. D'après les spécialistes, ce chiffre pourrait descendre jusqu'à 4 pour 100 000 en 2035 et permettre au cancer de l'utérus de devenir une maladie rare.